Tu ne diras rien, n'est-ce pas? C'est ce que son ex-mari lui répétait, convaincu qu'elle resterait une ombre silencieuse après le divorce. Pendant des mois, elle a disparu des réseaux, des soirées de mondaines et de toutes les conversations. Tout le monde croyait qu'elle avait été brisée, effacée, réduite au silence par honte ou peur. Mais ce soir-là, lorsqu'elle est arrivée au gala, accrochée au bras d'un milliardaire mystérieux, le monde entier a compris que son silence n'était pas une faiblesse, mais une stratégie. Et l'homme qui l'avait humiliée devant tous n'était absolument pas prêt pour ce qui allait suivre. Likez la vidéo, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez. Sira Kwame entra dans la salle de réunion, située au dernier étage de la tour Gervais, avec une démarche lente, presque prudente. À 32 ans, elle portait sur elle les traces d'années d'épuisement silencieux. Son pull usé avait perdu sa couleur d'origine, son jean était froissé, et ses yeux sombres, autrefois pleins d'une chaleur calme, semblaient non désormais éteints. Elle avait été restauratrice d'objets anciens, une artisane passionnée, mais la vie auprès d'Élouan Gervais avait érodé peu à peu son éclat. Face à elle, à l'autre bout de la longue table de verre, se tenait Élouan, son mari. Il avait 40 ans et affichait l'élégance contrôlée de ceux qui savent que le monde leur appartient. Son costume parfaitement ajusté soulignait sa prestance. Ses cheveux châtains, impeccablement coiffés, contrastaient avec l'atmosphère oppressante que la pluie grise projetait contre les parois vitrées du gratte-ciel. À côté de lui se trouvait Maître Delmas, l'avocat de la famille Gervais, un homme réservé d'une 50aine d'années, qui, malgré sa stature imposante, semblait aujourd'hui tenté de disparaître sous la table. Sira s'assit sans dire un mot. Elle savait que l'appel urgent d'Élouan n'annonçait rien de bon. Son mari l'observa longuement avant de pousser vers elle 2 dossiers soigneusement alignés. Son sourire, fin et cynique, renforça la sensation de froid qui régnait dans la pièce. Voici les documents qui régleront enfin notre situation, déclara-t-il d'une voix calme mais tranchante. Le premier est la demande de divorce, le second est ton dossier psychiatrique. Sira sentit son estomac se serrer. Elle ouvrit le premier dossier, lut les mots sans réelle surprise, puis posa la main sur le second. Elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le contenu évoquait des troubles qu'elle n'avait jamais eus. Diagnostics inventés, témoignages manipulés, dates modifiées, tout semblait construit avec une précision glaçante. « Tu veux vraiment aller jusque-là » demanda-t-elle avec une voix qu'elle força à rester stable. Élouan ne répondit pas immédiatement. Il prit son air le plus condescendant, puis désigna la bague à son doigt. « Avant de signer, enlève la bague. Elle appartient à ma famille. Elle n'a rien à faire sur une main qui n'a jamais su apporter de valeur à rien. » Elle resta immobile quelques secondes, cherchant à contenir la boule de douleur dans sa gorge. Devant elle, l'avocat gardait les yeux rivés sur la table, comme s'il craignait que son regard ne trahisse une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Sira finit par retirer lentement la bague. Lorsque la pierre glissa de son doigt, une sensation de vide monta en elle, plus froide que l'averse qui battait les vitres. Élouan attrapa la bague avec un mouchoir de soie, la frotta soigneusement, puis sourit. Il fallait la nettoyer, la poussière et la colle, tu comprends bien. Les mots tombèrent comme une gifle sèche. Elle inspira profondément pour ne pas trembler. « Et pour Léon » demanda-t-elle. « Tu comptes aussi m'enlever mon fils » Son mari appuya sur un bouton du dictaphone posé à côté de lui. Une voix déformée par un montage amateur résonna dans la pièce. On entendait Sira murmurer qu'elle était épuisée, qu'elle ne savait plus comment apaiser Léon lorsqu'il était malade. Dans le montage trafiqué, ces phrases devenaient l'aveu d'une mère dangereuse, instable, incapable de protéger son enfant. « Si tu refuses de signer, » annonça Élouan d'un ton glacial, « le tribunal ne te verra plus comme une menace occasionnelle, mais comme une menace permanente.
tu pourras lui rendre visite depuis derrière une vitre. » La panique tenta de remonter, mais Syrah la repoussa. Elle observa alors Maître Delmas. L'homme semblait lutter entre son devoir et sa conscience. Ses lèvres serrées révélèrent son malaise. À cet instant, Syrah comprit qu'elle se trouvait seule dans ce combat, sans pouvoir, sans allié, sans défense. Elle prit le stylo. Sa main ne trembla pas. Elle signa d'un mouvement net, déterminé. Ce geste n'était pas un abandon, mais un acte de survie. Elle sentit la tension dans la pièce faiblir, remplacée par le triomphe silencieux d'Elouan. « Très bien, » dit-il en refermant les dossiers avec satisfaction. « Je ferai livrer tes affaires dans le quartier où tu as trouvé ton nouvel appartement. Je t'offre même le service de livraison. C'est le minimum pour des déchets. » Syrah se leva lentement. Elle se redressa, récupéra son sac et fixa son mari dans les yeux. Elle ne voulait pas lui montrer qu'elle était brisée. Elle voulait qu'il sache qu'elle n'était pas finie. « Prends bien soin de ton empire, » répondit-elle. « Les choses fabriquées tombent en morceaux plus vite que tu ne le crois. » Elle sortit de la pièce sans se retourner. Derrière elle, la pluie continuait de frapper contre le verre, comme si le ciel lui-même refusait de laisser cette scène se dérouler dans le silence. Le camion s'arrêta devant l'immeuble délabré où Syrah vivait désormais. Il était presque minuit et la rue semblait avalée par l'humidité glacée qui montait des murs fissurés. La lumière d'un réverbère clignotait au-dessus du trottoir comme si elle hésitait elle-même à éclairer les lieux. Syrah descendit les marches de l'entrée et vit deux hommes en uniforme ouvrir la benne du camion. Ils n'étaient pas que des livreurs, sans lien avec Elouan, mais ils accomplissaient dès leurs tâches avec l'indifférence mécanique de ceux qui n'ont pas le loisir de se demander ce qu'ils transportent. L'un d'eux lança d'une voix fatiguée « Madame Kwame, on dépose tout ici, c'est bien ça ?» Elle hocha la tête. Il haussa les épaules, puis déversa d'un geste sec un amas d'objets hétéroclites sur le trottoir. Vêtements froissés, cartons écrasés, cadres brisés, anciens outils de travail, jouets dépareillés, tout tomba dans un bruit sourd. Syrah sentit un pincement lui traverser la poitrine. Chaque objet portait une part d'elle, et chacun avait été jeté sans soin, comme si sa vie ne valait pas la peine d'être rangée. Les hommes de repartir sans attendre. Le camion s'éloigna, laissant derrière lui un nuage de poussière humide. Syrah resta seule devant le tas, immobile quelques secondes, jusqu'à ce qu'un souffle de vent la fasse frissonner. Elle s'agenouilla pour commencer à trier. La pluie fine avait transformé certains cartons en pâte molle. Elle les ouvrit malgré tout, espérant sauver quelques affaires, encore intactes. Alors qu'elle fouillait, son regard s'arrêta sur un meuble enveloppé dans une couverture tachée. Elle retira le tissu et sentit son cœur se serrer. C'était le secrétaire de son père, un bureau ancien en bois sombre qu'elle chérissait depuis l'enfance. Le meuble avait perdu l'un de ses pieds et la surface était recouverte de profondes rayures. Elouan n'avait jamais apprécié cet objet et avait souvent réclamé qu'il soit jeté. Le retrouver ainsi, abandonné, réactivait une douleur qu'elle pensait avoir apprise à supporter. Elle fit glisser ses doigts sur le bois abîmé. Malgré son état, le meuble restait familier, presque rassurant. « Je vais te remettre sur pied », murmura-t-elle doucement, comme si le meuble pouvait l'entendre. Elle traîna l'objet jusqu'à son appartement. L'effort fut difficile car l'escalier était carte raide et la fatigue de la journée pesait sur ses épaules. Lorsqu'elle referma la porte derrière elle, elle eut l'impression de rentrer dans un refuge improvisé, certes étroit et humide, mais libre. Son appartement n'était composé que de 2 petites pièces. Les murs étaient imprégnés d'odeurs anciennes, et le sol grinçait sous le poids des pas. Elle plaça le secrétaire au centre de la pièce principale et alluma une lampe d'atelier. La lumière jaune éclaira les dégâts du meuble. Syrah sortit ses outils, ceux qu'elle avait réussi à sauver malgré la négligence de son ex-mari.
Elle commença par retirer les échardes, puis nettoya les zones abîmées. Son geste était sûr, précis. Restaurer lui permettait de retrouver une forme de calme, une place où sa volonté avait encore du pouvoir. Au fil de son travail, elle remarqua quelque chose d'étrange. Un des tiroirs ne s'ouvrait plus. Le mécanisme semblait bloqué d'une manière peu habituelle. Elle fronça les sourcils. Le meuble avait été conçu par un artisan très expérimenté et son père lui avait expliqué, lorsqu'elle était enfant, que certains meubles anciens possédaient des systèmes de sécurité intégrés. Elle essaya de nouveau de tirer le tiroir. Rien ne bougea. Elle observa alors les bords, les joints, l'assemblage. Le blocage n'était pas dû à une simple déformation du bois. Cela ressemblait à un système de verrouillage involontairement activé. Elle pensa soudain à une technique utilisée par les menuisiers de l'époque, un dispositif qui se déclenchait sous un choc violent. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» murmura-t-elle. Elle examina les marques sur le meuble et remarqua une zone où le bois semblait avoir subi un impact. Cette découverte éveilla en elle un trouble inattendu. Elle se rappela qu'Elouan, 3 ans plus tôt, était rentré ivre-mort après une soirée dont il n'avait jamais voulu parler. Il tremblait, transpirait et semblait obsédé par une pochette noire qu'il tenait fermement. Le lendemain, il avait tout oublié, incapable de se souvenir de ses propres gestes. Un frisson lui parcourut la nuque. Elle décida d'ouvrir le tiroir par les méthodes qu'elle réservait aux meubles délicats. Elle appliqua un solvant pour assouplir le bois, puis travailla patiemment les joints avec une spatule fine. Après plusieurs minutes, le tiroir céda finalement avec un claquement sec. L'air qui s'en échappa avait une légère odeur de vieux papier et d'alcool séché. À l'intérieur reposait une pochette noire, tachetée de traces de vin. Syrah la contempla sans la toucher. Son souffle ralentit, comme si son corps pressentait que ce qu'elle avait sous les yeux avait le pouvoir de changer sa vie une seconde fois. Elle finit par saisir la pochette. À son contact, elle sentit son cœur battre plus fort. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels, des preuves douane signées, des chiffres, des transferts d'argent, le genre d'informations capables de détruire des carrières entières. Elle comprit alors qu'Elouan avait caché ses papiers ici, en plein délire alcoolisé, croyant les mettre à l'abri. Et il ne s'en souvenait plus. Pendant 3 ans, il avait redouté la police, persuadé d'avoir perdu ses preuves dans un bar ou un taxi. La vérité se trouvait dans ce meuble qu'il avait méprisé. Syrah sentit ses mains trembler légèrement, mais ce n'était pas de peur. C'était un tremblement d'émotion, un mélange de revanche intime, de soulagement inattendu et de détermination naissante. Elle se laissa tomber sur une chaise, la pochette serrée contre elle. « Tu t'es piégé toi-même », dit-elle dans un souffle. Elle regarda le secrétaire, puis la pochette. Ce qu'elle tenait n'était pas seulement un ensemble de documents. C'était la première ouverture, la première arme qu'elle n'avait pas choisie, mais que le destin venait de lui mettre dans les mains. Cette nuit-là, dans ce petit appartement marqué par la pauvreté, une conviction se forma lentement dans son esprit. Elle n'avait peut-être plus grand-chose, mais elle avait cela. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit moins seule face à ce qui l'attendait. Le lendemain matin, Syrah se rendit au Freeport, où vivait et travaillait Henri de Valois. Elle avait passé la nuit à examiner chaque page du dossier découvert dans le secrétaire. Les documents étaient terrifiants, mais ils représentaient aussi une chance. Elle savait que pour en faire une arme réelle, elle aurait besoin d'un allié ayant du pouvoir, de l'argent et aucune loyauté envers Elouan. Henri était l'un des rares noms qui répondaient à ces critères. Henri de Valois avait 60 ans et gérait une immense collection privée d'œuvres d'art. Il avait consacré sa vie à contrôler ce qui entrait et sortait de ses réserves, et il refusait depuis longtemps toute visite non prévue. Son caractère solitaire
était connu dans tout le milieu artistique. Il détestait les tricheurs et les imitateurs, mais il gardait aussi une méfiance profonde envers les femmes depuis un divorce destructeur qui avait laissé des rumeurs persistantes. Syrah n'avait jamais travaillé directement pour lui, mais elle avait entendu dire qu'il respectait les artisans sérieux. Le bâtiment se dressait devant elle comme une forteresse moderne. Les murs de métal reflétaient la lumière du matin. Elle inspira profondément et se présenta à l'entrée. Le gardien la regarda avec étonnement, car il connaissait l'exigence de son employeur. Après plusieurs minutes d'attente, il revint en disant qu'Henri acceptait de l'entendre, mais de manière brève. Syrah le remercia et suivit le couloir froid jusqu'à un atelier où Henri l'attendait déjà. Il se tenait près d'une table, vêtu d'un costume noir très simple. Ses cheveux gris coupés courts accentuaient de ses traits anguleux. Il la scruta avec une dureté presque hostile. « Je ne reçois jamais quelqu'un sans rendez-vous, » dit-il en croisant les bras. « Expliquez-moi pourquoi je devrais faire une exception aujourd'hui. » Syrah sentit une pression dans sa poitrine, mais elle ne recula pas. « Je suis restauratrice spécialisée dans les meubles anciens. J'ai besoin d'un espace sûr et d'une oreille qui comprendra ce que je peux apporter. » Henri leva un sourcil. « Un espace sûr ? Vous pensez que je suis un refuge. Vous vous trompez. » Il prit un vase posé sur la table, une pièce ancienne en céramique. Sans prévenir, il le laissa tomber au sol. Le vase se brisa en plusieurs morceaux. « Montrez-moi ce que vous valez. Si vous pouvez réparer cela et me convaincre que votre travail ne trahit aucune faiblesse, alors vous pourrez me parler. » Syrah sursauta, mais elle s'agenouilla aussitôt. Ses gestes restaient calmes malgré la tension. Elle observa les fragments et comprit que la restauration habituelle ne suffirait pas. Elle leva les yeux vers Henri. « J'aurai besoin de résine de laque et de poudre d'or. Vous en avez certainement. » Henri resta silencieux quelques secondes, puis appela son assistant. Le matériel arriva rapidement. Syrah se mit à mélanger soigneusement les produits, puis assembla les morceaux un à un. Elle travaillait avec précision, en intégrant les lignes dorées dans les fissures. Henri suivait chacun de ses gestes, les bras croisés, intrigué malgré lui. Lorsqu'elle termina, elle posa le vase reconstruit sous la lumière. Les veines d'or s'étendaient sur la surface comme une réparation assumée. « Je ne masque pas les cassures, » expliqua-t-elle d'une voix tranquille. « Je leur donne une nouvelle forme. La pièce reste intacte, mais elle porte la preuve de ce qu'elle a traversé. On peut guérir sans effacer. Vous le savez mieux que beaucoup. » Henri resta immobile quelque temps avant de prendre l'objet dans ses mains. Ses yeux se plissèrent légèrement, signe discret d'une émotion qu'il n'aimait pas montrer. « C'est du bon travail, » dit-il. « Maintenant, dites-moi ce que vous recherchez ici. » Syrah posa alors la pochette noire sur la table. « Je veux renverser Élouan Gervais. Je veux le faire sans violence physique. Je veux seulement que la vérité sorte, et j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à la faire entendre. » Henri ouvrit la pochette. Il tourna les pages lentement. À mesure qu'il lisait, ses traits se durcirent. Il arrivait rarement qu'un document puisse l'ébranler, mais ce qu'il découvrait dépassait les limites du mensonge. Il avait déjà eu des différends avec Élouan par le passé, car ce dernier avait vendu plusieurs œuvres douteuses. Cependant, il n'avait jamais réussi à obtenir la preuve de ses manipulations. Les documents posés devant lui étaient loin de plus que convaincants. « Vous avez conscience de ce que cela implique ?» demanda-t-il en reposant la pochette. « Si nous avançons, il n'y aura pas de retour. Élouan ne pardonne rien. »« Il m'a déjà tout pris, » répondit Syrah. « Je n'ai plus rien à perdre, sauf mon fils. » Henri la regarda longuement. Il y avait dans ses yeux une lueur de compréhension mêlée d'un respect nouveau. « Vous ne venez pas me demander de vous protéger, vous venez me demander de frapper avec vous. » « Exactement. » Il fit quelques pas, les mains derrière le dos, réfléchissant en silence. Puis il se tourna vers elle. « Très bien.
Mais si nous agissons ensemble, vous devrez suivre mes règles. Je ne tolère ni hésitation ni faiblesse. Syrah inclina légèrement la tête. Je suis prête. Henri répondit avec une froideur contenue. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus seul dans cette histoire. Il prit la pochette noire, la rangea dans un coffre métallique et verrouilla le tout sous ses yeux. Maintenant, ajouta-t-il, nous devons décider de la manière de faire tomber un homme qui a passé sa vie à manipuler les apparences, et pour cela, il faudra frapper là où il se croit intouchable. Syrah sentit pour la première fois depuis longtemps une étincelle d'espoir. Le combat serait difficile, mais elle avait enfin un allié qui comprenait ce que signifiait perdre quelque chose d'essentiel et vouloir reconstruire autrement. 6 mois avaient passé depuis la signature du divorce. L'hiver avait recouvert les montagnes d'un manteau épais et la route menant au pensionnat suisse paraissait presque irréelle sous la lumière blanche du matin. Syrah avançait lentement entre les sapins dont les branches pesèrent sous la neige. Elle avait laissé la voiture de location dans un chemin discret. Elle savait que toute apparition imprudente pouvait déclencher une alerte immédiate. Le pensionnat restait l'un des établissements les plus surveillés du pays, fréquenté par les enfants des familles les plus riches. Elle n'était pas venue pour violer la loi. Elle était venue pour voir Léon. Rien d'autre ne comptait. À travers les arbres, elle aperçut les bâtiments en pierre grise. Le pensionnat ressemblait à un château moderne, mais ce décor prestigieux ne la rassurait pas. Depuis des mois, elle s'imaginait son fils dans un lieu où tout semblait parfait, mais où il devait affronter sa solitude chaque jour. Elle s'approcha suffisamment pour distinguer la cour principale. Le froid lui brûlait les joues, mais elle resta immobile, tenant fermement la paire de jumelles qu'elle avait achetée la veille. Elle attendit. Les élèves commencèrent à sortir pour la récréation. Des enfants vêtus d'uniformes impeccables riaient, couraient, formaient des groupes. Syrah scrutait chaque silhouette avec une concentration douloureuse. Elle ne voulait pas manquer le moment où Léon apparaîtrait. Puis elle le vit. Léon, 6 ans, marchait doucement vers un coin du terrain enneigé. Il portait une écharpe trop large pour lui, et sa démarche hésitante révélait une timidité qu'il n'avait pas avant le divorce. Syrah sentit son cœur se serrer. Elle aurait voulu appeler son prénom, mais elle se retint. La loi, les caméras, la menace d'élouan, tout cela formait une barrière invisible qu'elle ne pouvait traverser. Léon s'accroupit et commença à façonner un petit bonhomme de neige. Ses gestes étaient appliqués, mais il restait seul. Aucun enfant ne s'approchait de lui. Syrah comprit alors que son fils n'avait pas trouvé sa place ici. Ce constat la frappa plus fort que tout ce qu'elle avait imaginé. Pendant qu'elle l'observait, 3 garçons plus grands passèrent près de lui. Ils chuchotèrent quelque chose, puis éclatèrent de rire. L'un d'eux frappa le bonhomme de neige du pied. Les 2 autres poussèrent légèrement Léon. Son fils tomba dans la neige. Il tenta de se relever sans pleurer, les yeux baissés, comme s'il savait qu'aucune plainte ne servirait à rien. Syrah porta une main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber les jumelles. Elle voulut sortir de sa cachette, courir vers lui, le serrer fort et lui dire que tout irait bien. Mais elle resta immobile. Elle savait que si elle intervenait, Élouan aurait immédiatement un prétexte pour éloigner Léon encore davantage. Elle posa la main libre contre l'écorce d'un sapin. La surface rugueuse lui écorcha la peau. La douleur la ramena au silence qu'elle devait garder. Le froid mordit sa main, mais elle s'accrocha plus fort, comme pour empêcher son corps de céder à l'instinct maternel qui la poussait à hurler. Léon finit par se relever. Il essuya la neige de son manteau et jeta un regard circulaire autour de lui. Ses yeux sombres semblaient chercher quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Syrah sentit son souffle s'arrêter. Elle espéra, l'espace d'une seconde, qu'il sentirait sa présence malgré la distance. Mais l'enfant se détourna
et marcha lentement vers la zone surveillée par un éducateur. Une douleur vive traversa la poitrine de Syrah. Elle mordit sa lèvre inférieure pour ne pas se mettre à pleurer bruyamment. Le goût métallique du sang se répandit dans sa bouche. Cette sensation la fit revenir à elle. Elle essuya rapidement ses lèvres avec sa manche. Le froid lui gela la peau, mais la brûlure intérieure restait plus forte. Elle murmura « Pardon, mon cœur, je reviendrai, mais pas comme une intruse. » Léon s'arrêta soudain au milieu de la cour et regarda vers la forêt. Syrah se figea. Avait-il perçu un mouvement? L'enfant sembla hésiter, clignant des yeux comme pour ajuster sa vision. Pendant un instant, elle eut l'impression qu'il allait courir vers les arbres. Son cœur battit si fort qu'elle crut le bruit audible, mais un surveillant appela son nom. Léon détourna la tête et rejoignit le groupe. Syrah serra les jumelles contre sa poitrine. Chaque partie de son corps était tendue par la frustration et le chagrin. Elle n'avait jamais voulu l'éloigner de son fils. Elle n'avait jamais voulu que la justice la traite comme une menace. Tout cela venait d'Élouan, de ses mensonges, de son pouvoir, de sa cruauté froide. Elle ferma les yeux quelques secondes. Quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Sa douleur n'effaçait plus sa détermination. Elle sentit une force nouvelle se former en elle. Ce n'était pas de la colère pure, c'était une décision. Elle rangea les jumelles dans son sac. Avant de partir, elle regarda la cour une dernière fois. Léon parlait timidement à un éducateur. Son visage restait sérieux, mais il semblait au moins en sécurité pour l'instant. Syrah se redressa. « La prochaine fois que je viendrai, je franchirai le portail sans que personne ne puisse m'arrêter. » Elle tourna le dos au pensionnat et marcha à travers la forêt enneigée. Ses pas étaient précis, réguliers. L'air froid lui coupait la respiration, mais cela importait peu. Elle avait vu son fils, elle avait vu sa solitude, elle avait vu l'urgence de le sauver d'un monde qui l'ignorait. Et elle savait désormais qu'elle devait gagner, non seulement pour elle, mais pour lui. L'atelier secret que Syrah utilisait depuis quelques semaines ressemblait à un sanctuaire improvisé. Elle y travaillait seule, éclairée par une grande lampe articulée dont la lumière chaude soulignait chaque poussière en suspension. Les murs étaient lieux de couverts d'étagères remplis d'outils, de pinceaux, de solvants et de petits composants mécaniques. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle possédait ce qui comptait pour créer, réparer et manipuler ce que d'autres croyaient intouchable. Au centre de la pièce se trouvait le cabinet du XVIIe siècle qu'elle avait reçu quelques jours plus tôt, grâce à l'un des collaborateurs de Henri. Le meuble était imposant, construit en bois sombre et décoré de délicates sculptures. Malgré sa valeur immense, il contenait une fragilité que Syrah avait elle-même orchestrée. Elle voulait que ce cabinet devienne une arme discrète, une pièce capable de révéler la vérité au moment le plus stratégique. Henri l'avait prévenu. Si vous voulez atteindre Élouan, il faudra utiliser ses propres faiblesses contre lui. La cupidité est la plus simple à exploiter. Depuis leur alliance, Henri gardait une distance respectueuse avec Syrah. Il ne la traitait plus avec méfiance, mais il conservait son attitude stricte et méthodique. Il lui rendait visite régulièrement, vérifiant les progrès de son projet sans jamais s'immiscer dans sa manière de travailler. Il ne lui promettait aucune protection émotionnelle, mais il lui offrait les outils nécessaires pour agir avec précision. Ce soir-là, Syrah observait le cabinet sous tous les angles. Elle avait déjà renforcé plusieurs parties de la structure afin de dissimuler un système complexe de projection miniature. La technologie provenait d'un contact des Henri, un spécialiste en micromécanisme utilisé habituellement pour la restauration de pièces historiques. L'homme, nommé Laurent, avait la quarantaine, un esprit très logique et peu de patience pour les conversations inutiles. Il n'était pas impliqué dans les plans de Syrah, mais il savait qu'Henri exigeait le meilleur. Sa seule contribution consistait à fournir le projecteur et à expliquer son fonctionnement.
Ce dispositif s'active grâce à une fréquence sonore précise, avait-il expliqué. Une fréquence que l'on retrouve souvent dans les salles d'enchères lorsqu'un commissaire-priseur utilise son marteau. Le système réagira instantanément. Syrah avait étudié chaque détail. Elle connaissait la force exacte du mécanisme, la portée de la projection, l'espace nécessaire pour que les images apparaissent clairement. Elle voulait éviter toute erreur. Dans sa tête, elle voyait déjà la scène de la vente aux enchères, la foule fascinée, et loin au centre, sûr de lui, incapable d'imaginer que la pièce qu'il croyait parfaite deviendrait la preuve de sa propre destruction. Elle passa un doigt sur l'un des pieds du cabinet, là où elle avait intentionnellement laissé un défaut minuscule. Ce détail avait un rôle essentiel. Elle savait que les experts, dès loin, remarqueraient ce faux défaut et que son ex-mari serait convaincu d'avoir découvert une faille exploitable. Il penserait pouvoir adapter les certificats d'authenticité et ajouter la pièce à sa collection personnelle avant de l'exposer au gala. Rien ne l'excitait autant qu'une opportunité qu'il croyait être un secret réservé à lui seul. Syrah murmura « Tu crois toujours pouvoir tromper le monde, et loin. Mais cette fois, ce sera ton propre regard qui te trahira. » Elle ouvrit les portes du cabinet et vérifia l'emplacement du projecteur. Le dispositif était discret, caché derrière les plaques de bois, creusé selon une technique ancienne qu'elle maîtrisait parfaitement. La technologie moderne se fondait avec l'artisanat d'autrefois, créant une combinaison qui aurait rendu fier n'importe quel maître menuisier. Alors qu'elle travaillait encore sur un élément décoratif, Henri entra dans l'atelier. Il s'avança avec calme, observant son travail en silence avant de s'accouder légèrement à la table. « Nous approchons du gala, » dit-il. Elouan a déjà annoncé que l'objet vedette de la soirée serait une pièce mystérieuse, offerte par un collectionneur anonyme. Il semble persuadé d'avoir découvert une merveille que personne ne comprend. « Il pense que le cabinet a un défaut qu'il peut exploiter, » répondit Syrah. Il le considère comme une occasion parfaite d'augmenter sa valeur. Il n'a même pas imaginé que le défaut soit volontaire. Henri esquissa un léger sourire. La naïveté des gens puissants est souvent leur plus grande faiblesse. Ils finissent par croire qu'ils sont les seuls à savoir lire le monde. Syrah reposa son pinceau. Elle observa Henri, puis demanda « Pensez-vous qu'il se méfiera de moi quand il me verra au gala ?»« Il se méfiera, oui, » répondit Henri. « Mais il pensera d'abord à son apparence, à l'argent qu'il peut gagner, à l'influence qu'il espère renforcer. Tant que vous ne vous écartez pas de votre rôle, il ne comprendra rien avant qu'il ne soit trop tard. » Syrah hocha doucement la tête. Elle savait qu'elle seule entrait dans une arène où chaque geste comptait. Le gala serait l'environnement parfait pour exposer publiquement les actes d'Elouan. La salle serait remplie de journalistes, de collectionneurs, d'investisseurs, de personnes qui pourraient détruire sa réputation en un seul instant. Henri se redressa et resta quelques secondes à la regarder. « Vous faites cela pour votre fils, » dit-il. « C'est ce qui vous donnera la force nécessaire. Vous n'êtes juste pas motivé par la haine, mais par la volonté de le protéger. » Cette remarque la toucha plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle répondit simplement « Je veux qu'il retrouve une vie qui lui appartient. » Elle referma soigneusement le cabinet. Ses doigts tremblaient légèrement, mais sa détermination restait solide. Chaque pièce du mécanisme avait été pensée pour frapper au moment exact. Il ne restait plus qu'à attendre la nuit du gala. « Henri, » dit-elle doucement, « lorsque tout commencera, je veux être au premier rang. »« Vous y serez, » répondit-il, « et vous verrez ce que signifie renverser un homme qui se croit invincible. » Syrah éteignit la lampe de travail. L'atelier plongea dans une semi-obscurité, mais dans son esprit, la lumière de la vérité brillait déjà. La nuit du gala arriva avec une précision presque cruelle. La ville brillait sous les lumières des grands hôtels, et un brouillard léger donnait à l'atmosphère
un éclat presque théâtral. Le musée où se tenait l'événement avait été décoré avec un luxe ostentatoire. Les invités affluaient en robes scintillantes et en costumes impeccables. Tout semblait conçu pour impressionner, mais derrière le faste se mêlait un murmure constant de rumeurs et d'attentes. Élouan Gervais arrivait déjà au centre de l'attention. Il portait un smoking taillé sur mesure et tenait la taille de sa nouvelle compagne, une femme blonde nommée Aurore, connue dans les cercles mondains pour son ambition rapide. Aurore n'avait pas de lien direct avec Syrah, mais elle représentait la façade parfaite derrière laquelle Élouan cachait son triomphe. Ce soir, il paraissait plus sûr de lui que jamais. « Nous serons les vedettes de la soirée », déclara-t-il à un journaliste qui lui tendait un micro. « Le marché de l'art n'a jamais été aussi prometteur, et je suis fier de contribuer à cette renaissance. » Son sourire attira les flashs. Il savourait chaque seconde, persuadé d'avoir repris le contrôle de sa vie après le divorce. Rien dans son attitude ne laissait deviner l'ombre qui s'approchait silencieusement derrière lui. Devant l'entrée principale, les photographes commis se regroupèrent soudain lorsqu'un véhicule noir vint se garer. Une Rolls-Royce ancienne, au vernis impeccable, attira immédiatement les regards. Le chauffeur ouvrit la porte arrière. Henri de Valois en sortit avec lenteur, vêtu d'un long manteau de laine sombre. L'arrivée de cet homme reclus, connu pour éviter les foules, provoqua une vague de chuchotements dans la salle. Il n'était allié à personne, ne se présentait jamais au gala, et son apparition suffisait à provoquer la stupeur générale. Cependant, ce ne fut pas lui qui provoqua le silence complet. Ce fut la femme qui descendit après lui. Syrah posa un pied sur le sol et s'avança avec assurance. Elle portait un tailleur tuxedo en velours noir, dessiné pour donner à sa silhouette une puissance sèche et élégante. Son col plongeant révélait un pendentif en forme de clé, serti de diamants. Ses cheveux, coupés courts, encadraient son visage avec précision. Son maquillage mettait en avant ses lèvres rouges foncées et son regard déterminé contrastait avec la douceur qu'elle avait autrefois affichée. Les invités la fixèrent sans la reconnaître immédiatement. Elle se tenait avec un aplomb nouveau, effaçant la femme effacée qu'elle avait été pendant son mariage. Lorsqu'elle avança, la foule s'ouvrit comme sous l'effet d'une force invisible. Élouan la vit enfin. Son verre tomba de sa main et se brisa en éclats de cristal. Aurore ne comprit pas sa réaction et se tourna vers lui, confuse. Mais Élouan n'écoutait plus rien. Il marchait vers Syrah avec une nervosité qu'il tentait maladroitement de cacher. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il à voix basse mais tonche y tremblante. « Tu n'as pas été invité. Ce n'est pas ta place. » Henri intervint avant que Syrah ne réponde. « Si elle n'a pas sa place ici, alors moi non plus. Voulez-vous que je parte aussi, Gervais ?» Le ton sec de l'homme fit reculer Élouan. Les relations entre Henri et lui avaient toujours été tendues. Henri représentait un pouvoir qu'il ne pouvait ni acheter ni manipuler. Élouan força un sourire. « Bien sûr que non, Henri. Ce gala accueille des passionnés d'art. Vous et votre accompagnatrice êtes les bienvenus. » Syrah soutint son regard sans ciller. Il tenta de percevoir une fragilité dans ses yeux, mais il n'y trouva que du calme. Elle se pencha légèrement vers lui et murmura. « Ne t'inquiète pas, Élouan. Je suis simplement ici pour observer. Ce soir, je veux te voir briller. » Il hésita, méfiant, mais finit par s'éloigner, entraînant Aurore avec lui. La tension qu'il avait laissée derrière lui resta suspendue dans l'air. Syrah et Henri traversèrent dans la salle. Partout, les conversations reprenaient dans un mélange d'admiration et de curiosité. Plusieurs collectionneurs s'approchèrent pour saluer Henri. Certains tentaient d'engager Syrah dans une conversation, mais elle restait concentrée. Elle voulait être présente physiquement, mais elle n'était là que pour un objectif précis.
Henri se pencha vers elle et dit discrètement « Votre entrée était parfaite. Il a perdu son assurance dès l'instant où il vous a vu. »« Il ne sait pas encore ce qui l'attend, » répondit-elle doucement. Les lumières s'atténuèrent progressivement. Les invités furent invités à prendre place pour la présentation des œuvres. Au centre de la sous-scène trônait le cabinet du XVIIe siècle. Sa beauté attirait déjà les regards émerveillés. Aucun des spectateurs ne pouvait imaginer ce qu'il contenait réellement. Syrah sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas de la peur. C'était une tension maîtrisée, celle d'une personne prête à libérer une vérité longtemps enfermée. Elle murmura pour elle-même « Tu vas enfin voir ce que tu as créé, Élouan. » Les regards se tournèrent vers la scène. Le commissaire-priseur se préparait à présenter l'objet principal de la soirée. Tout était prêt, et Syrah était au premier rang, exactement là où elle devait être. Les applaudissements retentirent dans la salle, tandis que le commissaire-priseur avançait sur scène, avec un sourire maîtrisé. La salle entière semblait vibrer sous la tension créée par l'annonce du dernier lot de la soirée. Le cabinet du XVIIe siècle brillait sous les projecteurs, et son élégance robuste captivait tous les regards. Chaque sculpture, chaque courbe, chaque détail semblait annoncer une histoire secrète que personne ne pouvait deviner. Syrah s'assit au premier rang, les mains croisées sur ses genoux pour masquer l'agitation intérieure qui montait lentement. À côté d'elle, Henri restait immobile. Son regard attentif analysait chaque mouvement du personnel du musée, chaque expression d'Élouan, chaque murmure autour d'eux. Il savait que ce moment déterminerait la suite des événements et la chute inévitable de l'homme qui avait volé la dignité de Syrah. Le commissaire-priseur leva les bras. « Mesdames et messieurs, voici l'objet le plus remarquable de ce gala. Une pièce exceptionnelle offerte par un collectionneur anonyme. Un cabinet provenant d'une ancienne famille Tsechowi noble, dont la restauration a surpassé toutes les attentes. » Une vague d'admiration parcourut la salle. Élouan, assis quelques 2 ranges derrière Syrah, se pencha légèrement en avant. Il savourait déjà ce qu'il considérait comme sa victoire. Le cabinet représentait pour lui une occasion rare d'impressionner la presse et d'augmenter sa propre valeur dans le monde de l'art. « Nous commençons à 2 millions, annonça le commissaire-priseur. Les mains se levèrent rapidement. Syrah observait l'agitation, mais son esprit restait fixé sur le moment précis où l'activation devait se produire. Son cœur battait fort, mais elle contrôlait sa respiration avec une discipline presque douloureuse. Les enchères montèrent vite. 3 millions, 4 millions, puis 5 millions. Les flashs des caméras créaient une lumière nerveuse dans l'air. Le commissaire-priseur préparait déjà la conclusion. Adjugé à 5 millions si personne ne surenchérit. Il leva le marteau. Première fois. Syrah posa discrètement sa main sur la montre à son poignet. Le contact du métal froid lui donna la force dont elle avait besoin. Son index se glissa sur le bouton caché, programmé pour émettre une fréquence précise. Deuxième fois. Elle appuya. La salle n'eut même pas le temps de comprendre. Les portes du cabinet s'ouvrirent brutalement, comme si une force invisible les avait projetés d'eau vers l'extérieur. Le bruit sec résonna dans le silence soudain, interrompant la voix du commissaire-priseur. En même temps, les lumières s'éteignirent. L'obscurité tomba sur la salle, plongeant les invités dans un état de stupeur. Des cris étouffés éclatèrent, puis une lumière blanche puissante jaillit du cabinet. Le projecteur miniature lança un faisceau précis vers l'écran géant situé derrière la scène. Henri serra les bras de son fauteuil. Syrah, elle, ne bougea pas. Elle fixait l'écran avec une intensité qui trahissait l'importance du moment. Les premières images apparurent. Un document scanné, agrandi, une signature reconnaissable entre toutes, celle d'Élouan. Le commissaire-priseur
recula d'un pas, paniqué. Le public, désormais éclairé par la lumière du projecteur, se tourna instinctivement vers Elouan. Ses yeux s'écarquillèrent, il se leva d'un bond. À côté de lui, Aurore resta figée, incapable de comprendre ce qui se passait. La projection continua. D'autres documents défilèrent rapidement. Des transferts d'argent, des tableaux d'origine douteuse, des accords secrets, des preuves de manipulation de certificats d'authenticité. L'ensemble formait une mosaïque accablante. La salle entière resta pétrifiée. Puis une vidéo se lança. On y voyait les mains de Syrah, filmées pendant qu'elle restaurait le cabinet. Son visage n'apparaissait pas, mais sa voix résonnait, calme et posée. La vérité se loge parfois dans les endroits que l'on croit insignifiants. Ce cabinet a révélé ce que son propriétaire voulait cacher. Mesdames et messieurs, voici le véritable artisan des faux chefs-d'œuvre qui circulent depuis des années dans nos collections. Le nom d'Elouan éclata sur l'écran en lettres claires. La salle explosa en murmures incrédules. « Éteignez ça !» hurla Elouan en tentant de se frayer un chemin jusqu'à la scène. Mais la foule se resserra, comme si elle voulait le retenir dans le chaos qu'il avait lui-même provoqué. Syrah se leva lentement. Elle tourna la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent. Cette fois, elle n'avait plus rien à craindre. Elle monta sur scène. Le commissaire-priseur, sidéré, s'écarta. Syrah prit le micro. Sa voix resta d'une clarté impeccable. Ce cabinet ne contient pas un secret royal, il contient votre vérité, Elouan. Une vérité que vous avez essayé d'enterrer depuis 3 ans. Vous avez oublié où vous l'aviez cachée. Moi, je l'ai retrouvée. Un silence électrique se répandit dans la salle. Elle ajouta doucement « Vous m'avez forcé au silence, voici ma réponse. » Elouan tenta un dernier mouvement vers elle, mais plusieurs invités se levèrent pour l'empêcher d'approcher. Les agents de sécurité commencèrent à intervenir. Syrah rendit le micro et descendit de la scène, le cœur léger, mais calme. Elle pouvait sentir la fin approcher, non comme une menace, mais comme une libération. La salle plongea dans un chaos qui semblait irréel. Les invités se levaient, certains reculaient, d'autres filmaient Jimmy la scène, fascinés par la chute publique d'un homme qu'ils avaient autrefois admiré. Le projecteur s'éteignit enfin, et le cabinet resta ouvert comme un témoin silencieux de la vérité exposée. Au fond de la salle, les portes s'ouvrirent brusquement. Plusieurs agents de la police économique avancèrent d'un pas ferme. Leur présence fit taire les murmures. Le commandant, un homme nommé Morel, prit la parole avec autorité. Il n'avait aucun lien particulier avec Syrah, mais son nom était connu pour sa rigueur et son impartialité. Elouan Gervais, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, blanchiment d'argent et falsification de documents officiels. Elouan tenta de protester. Son visage était rouge de colère, ses mains tremblaient. « Vous n'avez aucune preuve valable. Tout cela n'est qu'une mise en scène orchestrée par cette femme. » Il désigna Syrah avec une rage qui lui déformait les traits. Mais l'un des agents lui montra une copie du dossier extrait du cabinet. « Nous avons ce qu'il faut pour ouvrir une enquête complète. Vous devrez répondre de tout cela devant la justice. » Aurore recula lentement, les yeux agrandis par la peur. Elle lâcha le bras d'Elouan et tenta de se faufiler derrière les invités, comme si sa simple distance pouvait effacer sa participation involontaire à cette humiliation. Elouan la regarda partir avec une expression mêlant incompréhension et désespoir. Les policiers lui passèrent par les menottes, il tenta un mouvement brusque vers Syrah, mais Morel le retint aussitôt. « Restez où vous êtes !» ordonna-t-il. Elouan hurla. « Tu m'as détruit, Syrah. Je t'ai tout donné, et tu me rends ça. » Syrah, debout non loin de la Saucenne, le regarda avec une sérénité nouvelle. Elle répondit calmement. « Tu ne m'as jamais donné autre chose que le silence.
Je te rends seulement ta vérité. » Les agents escortèrent Telouan hors de la salle. Certains invités murmurèrent que c'était un scandale sans précédent. D'autres chuchotèrent que l'homme avait toujours été trop confiant. Plus personne ne doutait que l'empire Gervais venait de s'effondrer en quelques minutes. Henri rejoignit Syrah. Il posa une main légère sur son épaule. « C'est terminé, » dit-il. « Il ne pourra plus vous nuire. » Elle inspira profondément. Elle avait gagné une bataille qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir mener quelques 2 mois plus tôt. Pourtant, son esprit se dirigeait déjà vers Léon. Tout ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait pour lui rendre sa mère, pour lui rendre une vie normale. Morel se tourna vers elle en rangeant un dossier. « Madame Kwame, nous aurons besoin de votre témoignage dans les prochains jours, mais je peux déjà vous confirmer que les charges contre vous concernant la garde de votre fils vont être réexaminées immédiatement. » Il marqua une pause. « Les éléments que vous nous avez fournis sont accablants pour votre ex-mari. » Syrah sentit son cœur s'alléger d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. « Merci, » répondit-elle. Le lendemain matin, elle se trouva dans un bureau de la justice familiale. L'avocate qui la représentait désormais, une femme énergique nommée Maître Lefebvre, défendait son cas avec assurance. Elle n'avait aucun lien personnel avec Syrah, mais elle s'était rapidement engagée lorsqu'elle avait pris connaissance du dossier. « La situation est claire, » déclara-t-elle au juge. « Monsieur Gervais a manipulé des documents médicaux, fabriqué des preuves et utilisé son influence pour priver Madame Kwame de ses droits parentaux. Les accusations portées contre elle ne reposent sur rien de réel. » Le juge, un homme d'une 50aine d'années, hocha lentement la tête. « Nous reconsidérons les mesures précédentes. En attendant, j'ordonne que Madame Kwame puisse rencontrer son fils sans restriction. » Le cœur de Syrah fit un bond. C'était tout ce qu'elle avait espéré. 2 jours plus tard, elle se rendit au pensionnat suisse. Contrairement à la première fois, elle passa par l'entrée principale, accompagnée d'un administrateur de l'établissement. L'homme la conduisit jusqu'au portail intérieur. « Léon vous attend, » dit-il avec un sourire doux. Syrah respira profondément. Le portail s'ouvrit, révélant une petite silhouette debout au milieu de la cour. Léon la vit immédiatement. Ses yeux s'agrandirent, puis il courut vers elle de toutes ses forces. Syrah s'agenouilla et son fils se jeta dans ses bras. Elle le serra contre elle avec toute la tendresse qu'elle avait retenue pendant des mois. « Maman, » murmura Léon. Il posa sa main sur les lèvres de Syrah. « Ta bouche, elle va mieux. » Une larme glissa sur la joue de Syrah. « Oui, mon chéri, tout va mieux maintenant. » Ils restèrent enlacés longtemps, comme si le monde autour d'eux n'existait plus. Ce moment simple valait plus que toutes les victoires possibles. Quelques semaines plus tard, Syrah ouvrit un petit atelier dans un quartier tranquille. Elle l'appela « Atelier Kwame ». Les murs étaient encore vides, mais l'espace respirait la paix. Léon jouait dans un coin pendant qu'elle installait ses outils. Son avenir ne dépendait plus d'un mari puissant ni d'une fortune fictive. Elle n'était pas devenue la compagne de Henri, malgré les rumeurs, et elle ne cherchait pas à le devenir. Ils restaient alliés, chacun avec son propre chemin. Elle regarda la lumière entrer par la fenêtre et posa une main sur le secrétaire restauré de son père, qui trônait désormais au centre de la pièce. Elle avait survécu à la tempête, non en effaçant ses blessures, mais en les transformant en force. Elle murmura pour elle-même « Les fissures ne détruisent pas une œuvre, elles te prouvent comme qu'elle a résisté. » Et cette fois, elle savait que sa vie pouvait enfin commencer.